Alors, on va pouvoir commencer ce webinaire d'Atout Formation, le premier pour notre équipe, sur la thématique management et santé au travail en 2023. Quels enjeux pour l'entreprise et le salarié? Pour le bon déroulement de ce webinaire, les micros et les caméras ont été coupés. Toutefois, via la conversation, le chat, vous pouvez poser toutes vos questions et on y répondra à la fin avec notre équipe et nos deux experts. Pour aujourd'hui, au niveau du programme, on va pouvoir évoquer les actualités du travail, les obligations légales de l'employeur, côté santé, sécurité au travail et risques psychosociaux. Et on terminera par un focus sur l'accompagnement des entreprises sur ces questions. Aujourd'hui, c'est avec grand plaisir que je suis accompagnée d'Isabelle Louis et de Christophe Amonique qui vont co-animer avec moi ce webinaire qu'on a préparé tous les trois depuis quelques semaines déjà. Je vous laisse vous présenter Isabelle puis Christophe. Oui, merci Oriane. Donc Isabelle Louis, je suis formatrice et consultante en prévention des risques professionnels globalement. Donc j'accompagne les entreprises sur leur démarche de prévention avec une spécialité sur la prévention des risques psychosociaux et donc la qualité de vie et des conditions de travail. Et je suis également accréditée formatrice en premier secours en santé mentale. Et Christophe Amonique, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis formateur et consultant en risques psychosociaux. Donc, j'interviens principalement sur des sujets de sensibilisation, de RPS, de démarches de prévention. J'interviens sur la formation des référents harcèlement. J'interviens auprès des managers, de services RH et de délégués du personnel. Et je suis très heureux de participer à ce webinaire avec notre formation, donc une branche de l'ANSA. Je vais démarrer ma carrière dans l'agrofourniture et donc c'est un peu un retour aux sources pour moi. Ravi de l'entendre. Alors on va démarrer tout de suite avec le cœur de notre sujet. Christophe, j'ai envie de t'interroger. Souffrance au travail, turnover, démission, absentéisme, burn-out, bore-out, risques psychosociaux. Est-ce que 2022 a été l'année noire pour les entreprises ? Alors effectivement, dans la presse, on voit beaucoup de choses sur ces sujets. On parle de la grande démission, des salariés désengagés. Alors, qu'en est-il exactement? On a quelques données que vous avez sous les yeux. Bon, les données, elles sont difficiles à voir. Quand tu parles de burn-out ou de bore-out, ce sont des choses qui ne sont pas toujours diagnostiquées, donc pas forcément mesurées. Donc d'avoir des données sur des choses qui ne sont pas mesurées, c'est important. Par contre, on a des données intéressantes qui sont fournies par la DARES et par Malakoff Humanis. Donc, vous voyez par exemple que la DARES nous informe qu'il y a eu 528 démissions sur le trimestre, en l'occurrence, c'est celui du deuxième trimestre de 2022. C'est un record absolu. Les derniers records dataient de 2008. Et il nous informe également que les entreprises ont de fortes difficultés de recrutement. Pour les entreprises de services, c'est 59,6% des entreprises qui rencontrent des difficultés à recruter. On monte même à 81,2% pour le secteur du bâtiment. Pour situer l'industrie, on est à peu près à 67% de difficultés des entreprises à recruter. Là aussi, selon le secteur, on est sur des records absolus. Donc vous allez me dire, est-ce que c'est conjoncturel? Est-ce que c'est un effet de marché? Ça peut jouer, mais il y a aussi une problématique du personnel qui va être abondée par les éléments de Malakoff Humanis, qui nous dit par exemple que 40% des salariés se disent désengagés. Désengagé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le salarié fait le minimum qui lui est imposé sur sa fiche de poste et il ne va pas s'investir dans son entreprise. En clair, il n'est pas motivé. Il ne va pas chercher à faire un effort supplémentaire pour se réaliser au travail. Et ça, c'est préoccupant parce qu'on est sur des niveaux très très importants, mais comme on le voit sur cette slide, l'orientation est préoccupante aussi. Par rapport à 2020, là on parle du chiffre de 2022, on a une augmentation de 5%. 5% en 2 ans, c'est quand même statistiquement significatif. Autre élément, on parle de salariés qui se disent épuisés au travail. Et on arrive sur des niveaux là aussi très préoccupants. 52% des jeunes et 59% des managers se disent épuisés au travail. Donc c'est pas une fatigue, c'est qu'ils se disent vraiment épuisés. Donc
plus de la moitié, c'est très préoccupant. Et là aussi, vous voyez les évolutions. On a une augmentation de 5% des jeunes qui se disent épuisés, de 9% des managers par rapport à l'année 2018, donc en 4 ans. Donc à la fois, on a un vrai sujet de souffrance au travail et une orientation qui va pas dans le bon sens, pour faire les choses clairement. Merci Christophe, on pose le décor. Et Isabelle, j'aimerais bien te dire quelle est la différence finalement entre l'accident du travail et la maladie professionnelle, si tu peux nous faire un petit état des lieux pour qu'on situe. Oui, parce qu'en fait, ça vient renforcer ce que vient de nous dire Christophe sur le contexte du marché du travail, du monde du travail aujourd'hui. On voit une explosion des accidents du travail d'origine psychique, donc liés aux risques psychosociaux, et une explosion des maladies professionnelles, toujours d'origine psychique. Donc sur ces maladies professionnelles, on a enregistré une augmentation de presque 10% entre 2020 et 2021. Si on regarde un petit peu dans le détail, sur ce graphique détaillé, on voit l'explosion en fait des déclarations de maladies professionnelles d'origine psychique, c'est la totalité des colonnes. Le vert, ce sont les maladies qui sont reconnues au final, qui ont un avis favorable de reconnaissance de maladies professionnelles. Et donc, on voit que c'est énorme. Le taux de reconnaissance de maladies professionnelles lorsque la demande est faite, qu'un dossier est monté d'environ 50%, mais comme le nombre des dossiers explose, eh bien le nombre de maladies professionnelles d'origine psychique explose également. Très bien, je te remercie Isabelle. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu le volet reconnaissance, s'il te plaît ? Oui, parce que ça peut être un petit peu difficile à comprendre vu de l'extérieur, parce qu'il y a des maladies qui sont reconnues professionnelles, donc on fait vraiment le lien entre le monde professionnel et les conséquences, les dommages sur la santé. Et puis il y a des maladies qui sont dites hors tableau, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas présumées liées au travail. Et les maladies psychiques font partie de ces maladies-là. Néanmoins, on sait de plus en plus qu'un certain nombre d'états pathologiques sont liés au travail, même si ça ne paraissait pas évident de prime abord. Et 2/3 de ces maladies professionnelles dites hors tableau, lorsqu'elles sont reconnues, sont d'origine psychique. Alors, pour que ce soit reconnu, eh bien, le médecin fait une première déclaration en disant voilà, il me semble qu'il y a une liaison. Évidemment, la médecine du travail entre dans la boucle, il y a une enquête, et puis un examen par la C2RNP, ou le C2RNP, le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Et donc, c'est ce comité qui, depuis plusieurs années, accepte ou reconnaît environ un dossier sur 2. Et au niveau des caractéristiques des accidents du travail, est-ce que tu peux nous les définir ? Alors, là encore, ça peut être étonnant, un accident du travail d'origine psychique. Alors d'abord, il faut se rappeler ce qu'est un accident du travail. C'est un accident qui, quelle que soit la cause, survient du fait ou à l'occasion du travail. Et un accident, c'est quelque chose qui est soudain, c'est quelque chose qui va créer, si on parle d'accident du travail, créer une affection qui est médicalement constatée et surtout avec un lien de causalité donc entre le travail et la situation médicale, là encore. Alors, les causes possibles, ça peut être une altercation, ça peut être une agression verbale, voire physique d'un collègue, d'un manager, mais aussi d'un client. Mais c'est quelque chose qui est subi, violent et qui va avoir des conséquences sur la santé, l'ensemble étant lié. Et on reconnaît quand même plus de 10 000 accidents du travail d'origine psychique chaque année. Ce chiffre est également en augmentation. On peut expliquer les raisons de ces augmentations, comme évoqué avec un peu Christophe. Est-ce qu'on peut aller un peu plus dans le détail ? On voit ce chiffre, un peu plus de 10 000 par an en augmentation régulière. Ce serait difficile de l'expliquer ici parce que on voit qu'il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte dans les 15-20 dernières années. On a de plus en plus de tensions sur le lieu de travail, quel que soit le travail, et surtout malgré la diminution des travaux difficiles physiquement, on voit qu'on a de plus en plus de conséquences sur la santé. Donc on pourrait penser que les gens sont de plus en plus sensibles ou vont de plus en plus facilement se plaindre. C'est pas le cadre ici, on pourra en parler longtemps, mais il y a bien d'autres. C'est plus complexe. Très bien. Je rebondis tout de suite. Alors du coup, quel est le cadre juridique des obligations de l'employeur au niveau de la réglementation, Isabelle ? Oui, parce qu'on le voit,
dès lors qu'on parle d'accidents du travail, maladies professionnelles, mais aussi plus globalement de prévention, le Code du travail est extrêmement explicite. Alors, il y a un article que tous les employeurs connaissent, ou en tout cas devraient connaître, mais en général, ils le connaissent bien. C'est le L4121-1 du Code du travail, qui indique bien que l'employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique, mais aussi mentale des travailleurs. Et pour ce faire, il doit mettre en place des actions de prévention, d'information, de formation, mais aussi penser à l'organisation et aux moyens adaptés. On voit que le Code du travail est très explicite. Très bien. Et au niveau du coup des mesures prévues par cet article-là, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ses fondements ? Sur la suite en fait de ces articles du Code Oui. du travail, on va avoir détailler les actions de prévention. Et là encore, le Code du travail est très explicite. Ce n'est pas uniquement un aspect juridique, parce qu'on va trouver vraiment des éléments de bon sens. Et je crois qu'on en parlera de manière un peu plus détaillée. Il faut juste savoir que les articles à suivre, L4121-2 à 5, sont des articles qui parlent de la démarche de prévention. Très bien. On va entrer dans un autre sujet concernant le harcèlement moral en entreprise. Isabelle, de quoi on parle exactement ? Alors là aussi, le harcèlement moral, il figure dans le Code du travail. Alors, moi, je ne suis pas juriste, mais dès qu'on parle de prévention des risques professionnels, on est obligé de parler du cadre juridique, il est très important. On trouve le harcèlement moral dans le Code du travail. L'employeur est tenu de mettre en place des dispositions pour prévenir ce harcèlement. Il doit prévoir des sanctions et puis il doit prévoir aussi le moyen pour le salarié de signaler une situation de harcèlement qui serait ressentie sans qu'il y ait de conséquences, ou en tout cas trop de conséquences sur sa situation immédiate. Et puis si le harcèlement est avéré, eh bien, l'employeur doit mettre en place un système d'enquête et également une proposition de médiation. Mais je crois que Christophe nous en parlera un petit peu plus tout à l'heure. Très bien. Et au niveau du code pénal ? Alors, on retrouve aussi le harcèlement moral dans le code pénal, puisque ça peut être puni de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, donc c'est quand même pas négligeable. Et on trouve l'article sur le harcèlement moral dans le code pénal à côté de ceux sur le harcèlement scolaire, sur le harcèlement sur les réseaux sociaux. Donc c'est un harcèlement qui aujourd'hui est totalement reconnu. Merci Isabelle. Et concernant le harcèlement sexuel en entreprise, de quoi on parle ? Alors la différence. Là encore, on en entend beaucoup parler. Il y a des choses, quelques petites choses très importantes à retenir sur le harcèlement sexuel au travail. D'abord, comme le harcèlement moral, le harcèlement sexuel résulte d'une situation qui est répétée. Mais ce n'est pas forcément une seule personne. Il peut y avoir un collectif de travail qui, l'un va faire une blague, l'autre va faire une remarque, et la troisième personne va faire également une remarque. Et bien là, ça va être considéré comme étant répété, même si on a eu plusieurs personnes à agir en fait contre la victime, ce qu'on appelle ça victime. Et attention aussi, lorsque les paroles ont un but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, c'est-à-dire quand on est sur vraiment des choses extrêmement concrètes et brutales qui parlent d'actes sexuels, et bien là, une seule fois suffit. Et donc, le harcèlement sexuel peut être reconnu alors même qu'il n'y a eu qu'une intervention. Oui, tu as bien insisté là-dessus sur la présentation. C'est une donnée importante. Merci Isabelle. Je vous rappelle que vous pouvez poser toutes vos questions dans le volet conversation. On y répondra en fin de ce webinaire. On laissera un temps d'échange avec Isabelle et Christophe pour répondre à toutes ces questions, puisqu'effectivement, c'est dense et intense et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être en interrogation par la suite. Christophe, on parle de risques psychosociaux, mais est-ce que tu peux me dire un petit peu en quoi ça consiste précisément ? Oui, Oriane, effectivement, c'est une bonne question. Souvent, quand j'interviens en formation sur ces sujets-là, j'interroge les participants à cette question et je vois bien que globalement, on cerne le sujet, mais quand il faut le définir, quand il faut expliquer ce qu'il y a derrière, là, il n'y a plus personne en général. Alors, on va se baser sur l'infographie de l'INRS. L'INRS, je ne sais pas si tout le monde connaît ici, mais c'est un peu l'organisme de référence pour nous. C'est l'Institut national de la recherche et de la sécurité, donc qui traite de tous les sujets de santé et de sécurité au travail,
tous les risques qu'on peut rencontrer. Et donc ils nous disent quoi? Ils nous disent que les risques psychosociaux, c'est la pièce centrale, c'est le stress. Alors le stress, à la base, c'est une adaptation de l'animal, et l'homme entre autres, à son environnement, qui va permettre, face à un danger, de se battre ou de fuir. Le stress au travail, on va être sur des notions de stress chronique. Et l'INRS le définit comme un déséquilibre qu'on a entre les perceptions de ressources d'un côté et les perceptions de contraintes. On voit sur le dessin ici une énorme pile qui pourrait représenter une charge de travail très importante. Et est-ce que la personne en face estime avoir le temps suffisant ou les capacités en termes de formation, de compétences, à faire face à ce travail. Et donc, quand il a l'impression de ne pas l'avoir, c'est là qu'on se retrouve en stress. Les risques psychosociaux, ce sont aussi des violences. Vous voyez d'un côté les violences externes, dues à des personnes, générées par des personnes extérieures à l'organisation, à l'entreprise, donc les clients, les usagers principalement. Et ça va être des insultes, des menaces, des agressions verbales, des agressions physiques, des incivilités. Et on a l'équivalent des violences internes. Donc là, ce sont des personnes de la même organisation, de la même entreprise. Et on va y retrouver, entre autres, le harcèlement moral sexuel dont vient de parler Isabelle, ou les conflits exacerbés. Et tout cela, ça va avoir des conséquences sur le salarié, des conséquences sur sa santé physique, des conséquences sur sa santé mentale. Merci Christophe. Donc effectivement, infographie extraite du site de l'INRS sur les risques psychosociaux qui représente bien effectivement cette définition à la fois plurielle et diverse. J'ai envie de t'interroger, Christophe, au niveau du référent harcèlement. Est-ce que le harcèlement moral et sexuel, est-ce que c'est un risque psychosocial qui est à part? Alors, effectivement, le harcèlement moral et sexuel est un des risques psychosociaux. Et il y a effectivement une particularité, deux particularités, on dira. L'une d'ordre juridique, Isabelle l'a très bien présenté tout à l'heure. Il y a des textes de loi spécifiques au harcèlement qui définissent le harcèlement, mais qui définissent aussi l'attitude que l'employeur doit tenir face à cette situation. Donc, elles doivent mettre en place des procédures de médiation, des choses en amont, qui doivent clairement venir de l'employeur, qui dit en gros que les actes répréhensibles de harcèlement n'ont pas leur place dans l'entreprise. L'employeur doit désigner un référent de harcèlement et dès l'instant qu'il y a un CSE, il doit également y avoir un référent sexuel désigné par ce CSE-là. Et la loi cadre aussi le rôle du référent harcèlement à l'entreprise, le rôle de l'information et d'accompagnement principalement. Et donc ça, c'est la première partie. Et l'autre partie, c'est que les conséquences du harcèlement sur le côté psychique peuvent être très élevées. On peut se retrouver dans des situations avec des symptômes post-traumatiques. Quand on est sur des notions de harcèlement moral, de harcèlement sexuel, on met en danger l'identité de la personne. C'est un petit peu comme si on portait atteinte à sa vie. Les conséquences peuvent être très lourdes. C'est pour ça que c'est un peu à part. J'aimerais bien que tu me détailles un petit peu le rôle de ce référent-là en entreprise. Effectivement, il est désigné, mais concrètement, il a connaissance d'une situation. Qu'est-ce qui se passe alors? Alors, avant tout, je vais défendre un peu notre paroisse, mais pour moi, le référent harcèlement doit être formé. On touche sur des sujets d'harcèlement, des gens qui peuvent être psychologiquement affectés. Ça ne s'improvise pas. On ne peut pas dire tiens, je suis référent harcèlement de l'entreprise et puis roule. On peut mettre des personnes en situation de difficulté face à des choses comme ça. L'employeur, la réglementation, excusez-moi, cadre le rôle du référent qui doit avoir un rôle de prévention sur le harcèlement. Il doit communiquer sur ces sujets, sensibiliser les personnes sur ces sujets. Il a un rôle aussi, dans le cas des signalements, de recevoir les présumées victimes qui vont déclarer être en situation de harcèlement. Il doit accompagner la gestion de la déclaration des faits de harcèlement. Et là aussi, attention, parce qu'on a quelqu'un de présumé victime, mais on a quelqu'un aussi de présumé harceleur. Et donc là aussi, on peut se retrouver en situation de risque psychosociaux pour la personne présumée harceleur. Est-ce qu'elle est réellement harceleuse? Attention, il faut être très vigilant sur ces sujets-là. Et le référent harcèlement a également un rôle de conseil auprès de l'employeur,
proposer des solutions d'accompagnement, d'information, de communication sur ces sujets. Donc vous voyez, ça ne s'improvise pas d'être Oui, il y a effectivement une réglementation, puis des sujets ô combien importants qui nécessitent effectivement d'être formés pour mieux les appréhender et s'investir pleinement de son rôle. Merci Christophe. Concernant les risques et les facteurs de risque, comment les distinguer, Christophe ? Alors, avant de rentrer dans les détails sur les risques psychosociaux, les risques professionnels en général, comment c'est géré ? C'est géré, vous voyez, en 3 étapes. D'abord, il y a un danger, un facteur de risque. Si on reste sur des cas très, très parlants, c'est par exemple les risques de mouvement d'auteur, les risques liés à des produits chimiques. Donc ça, ce sont les dangers, les facteurs de risque. Et pour qu'il y ait des risques, des éléments, il faut qu'il y ait un contact entre l'usager, enfin l'employé, l'agent, avec ce risque. Est-ce qu'il y a des personnes qui passent sur ces secteurs de grande hauteur ? Est-ce qu'il y a des personnes qui manipulent les produits chimiques ? Et là, il y aura des notions d'exposition, de durée, de fréquence, et ainsi de suite. Et donc, ce risque-là peut avoir des conséquences qu'on va appeler le dommage. Par exemple, la grande hauteur, le risque, c'est quoi ? C'est qu'il y ait une chute et que la personne ait des fractures, soit blessée. Voilà le raisonnement général sur les risques professionnels. Très bien. Et donc, effectivement, il y a le rapport GOLAC, en fait, qui en parle aussi, du coup, Christophe, au niveau de ces facteurs de risque, je crois. Pour parler de risques psychosociaux et de risques psychosociaux, simplement, oui, effectivement, il faut bien comprendre les facteurs de risque. Qu'est-ce qui va initier ce risque ? Et pour ça, donc, ce qui fait référence dans la profession, c'est le rapport GOLAC. Le rapport GOLAC, c'est quoi ? C'est un rapport qui a été demandé par le ministre du Travail, Xavier Bertrand, en 2011, suite aux affaires que vous avez tous entendues dans les médias, l'affaire France Télécom, qui suscite France Télécom, qui suscite Renault. Et donc, du coup, le rapport GOLAC, c'est un collège d'experts qui a synthétisé un peu toutes les données de la bibliographie sur ces sujets-là. Et ils ont fait un travail formidable qui a permis de regrouper les facteurs de risque psychosociaux en 6 axes. Alors, c'est quelque chose qui est très intéressant, ne me lancez pas sur ce sujet parce que je peux rester 2 heures, 3 heures là-dessus et je crois qu'on n'a pas ce temps. Mais juste pour le définir rapidement. Le premier axe, c'est l'intensité et le temps de travail. Donc là, on a toutes les notions d'horaire à rallonge, d'horaire atypique, d'horaire social, d'intensité. Donc là, on va avoir des objectifs, des délais. Les rapports sociaux et la reconnaissance, ça c'est un très gros morceau avec beaucoup de choses. On va voir les rapports sociaux par rapport aux collègues. Est-ce qu'on a de l'entraide ? Par rapport aux managers, par exemple, est-ce qu'on a du soutien des managers ? Par rapport aux clients, aux usagers. On a la reconnaissance du travail bien fait, la reconnaissance financière. Est-ce qu'on a un salaire qui est en phase avec ce qu'on fait ? Est-ce qu'on a la justice procédurale ? Il y a plein de choses dans ce domaine. Ensuite, on a l'autonomie. L'autonomie pour un salarié, c'est est-ce que j'ai le choix de la manière dont je fais mon travail ? On va aussi avoir la notion de la monotonie. Le 4e sujet, qui est un sujet important aussi, c'est l'insécurité de situation de travail. Est-ce que je peux tenir mon travail dans le temps ? Derrière, est-ce qu'on a des problématiques économiques ? Est-ce que l'entreprise va bien financièrement ? De réorganisation de l'entreprise ou de soutenabilité du travail ? Est-ce que je vais pouvoir travailler dans cette situation-là jusqu'à ma retraite ? L'exigence émotionnelle, c'est un sujet très pesant en termes de risques psychosociaux. C'est par exemple la facticité des émotions. Quelqu'un qui est face à des clients, il va toujours paraître enjoué, même s'il a des problèmes personnels ou des problèmes avec ses collègues de travail. Et vis-à-vis du client, il faut qu'il paraisse enjoué. Donc, ça demande un effort, paraître radieux alors qu'on ne va pas bien. C'est aussi l'exposition à la peur, au danger. Et enfin, le conflit de valeurs. Là, c'est un domaine très intéressant aussi, où on va avoir des conflits éthiques entre ce que l'entreprise me demande de faire et mes valeurs, mon éthique personnelle. Si un déphasage, c'est très difficile à vivre psychologiquement. C'est ce qu'on appelle aussi la qualité du travail empêché, ou le travail mythique. Il y a beaucoup de choses là-dedans aussi. Bref, je vais arrêter là parce que je pourrais rester très longtemps sur ces sujets, mais c'est important de bien les connaître, bien les comprendre, pouvoir s'en saisir par la suite. Donc il suffit d'être dans une de ces situations pour être concerné par un facteur de risque en fait.
Potentiellement oui, parce qu'il y a des sujets qui peuvent être très traumatisants, mais en général, les risques psychosociaux, c'est un ensemble de choses. C'est protéiforme. C'est moins simple que les risques de chute. Merci Christophe. Alors, constat très intéressant. Et comment on peut mesurer le coût de ces risques psychosociaux en entreprise? Parce que c'est vrai que ça me paraît une question intéressante. Oui, alors il y a deux coûts principaux. Il y a le coût pour la personne qui ne va pas bien et il y a le coût pour l'entreprise. Alors, pour le salarié, donc là, pareil, je reprends de sources de l'INRS. Donc, le symptôme chronique, qui est quand même l'élément central des risques psychosociaux, va générer des incidences dans le corps. Concrètement, quand on est stressé, on a entre autres une suractivation du système hormonal, on a plus de sucre dans le sang, donc on dérègle l'équilibre biochimique du corps. Et ça aura une conséquence physique déjà. On sait que quand on est stressé, ça bloque la digestion, donc on a des troubles digestifs. On a les troubles musculo-squelettiques. Quand on est stressé, on a des problèmes d'épaule, de dos, donc ça peut générer du TMS, et on a aussi des troubles du sommeil, normalement. Le stress, alors pour dire les choses un peu simple, de façon simpliste, c'est le cerveau reptilien qui agit. Il va couper le cerveau du raisonnement qui est le cortex préfrontal. Et donc vous l'avez tous vécu sûrement un jour, le stress va générer des troubles de concentration. On n'arrive plus à se concentrer, on est étourdi, on perd la mémoire. Il y a aussi des symptômes émotionnels. Quelqu'un qui est stressé va surréagir par exemple à une porte qui claque. On va avoir des crises d'angoisse, des crises de larmes, des choses de cet ordre. Et enfin des troubles comportementaux, quelqu'un qui ne va pas bien, quelqu'un qui est stressé, n'a pas envie de rigoler, n'a pas envie d'aller vers les collègues, n'a pas envie de voir ses amis exprimer parce qu'il n'a pas envie tout simplement. Et donc va avoir une tendance à l'isolement, voire à utiliser des produits addictifs comme l'alcool, le tabac, les drogues, des produits psychosomatiques, ainsi de suite. Donc ça, c'est pour le salarié. Slide suivante, on a les conséquences pour l'entreprise. Évidemment, quand on a affaire à du stress au travail et des salariés qui ne vont pas bien, ça aura inévitablement des conséquences sur l'entreprise. Mais je ne suis pas sûr que vous ayez conscience à quel point. Et c'est souvent là-dessus que j'insiste auprès des ressources humaines parce que c'est vrai que c'est un sujet qui n'est pas simple, mais c'est un sujet qui est capital pour les entreprises. Parce que les conséquences pour l'entreprise, c'est quoi? C'est d'abord qu'un salarié qui est en stress, qui ne va pas bien, il est moins motivé, il pourra être performant sur une durée, mais dans la durée, il ne va pas être performant, il va perdre en efficacité. Et quelqu'un qui ne va pas bien, c'est quelqu'un qui est plus souvent malade, donc il y aura plus d'absentéisme, et potentiellement qui ne va pas être bien dans l'entreprise, donc qui va la quitter, donc il y aura aussi des diminutions de turnover, et tout ça, ça va désorganiser l'entreprise. Vous avez sûrement eu par exemple un salarié qui est en arrêt de travail du jour au lendemain, il est au contact du client, il va falloir trouver quelqu'un pour le remplacer au contact du client. Et ce quelqu'un, il avait bien une mission à faire de ce côté. Et donc du coup, ça désorganise le service, et là, ça peut créer des problématiques d'organisation et des problématiques de performance derrière. Le salarié qui ne va pas bien a tendance à s'isoler, donc communique moins, on peut avoir des non-dits, des problèmes d'interprétation qui vont générer des tensions dans l'équipe, qui peut aller jusqu'à une dégradation du climat social de l'entreprise. Et tout ça, ça aura des conséquences sur l'image de l'entreprise, aussi bien envers des clients qui auront des commerciaux face à eux qui donnent moins envie, et ça aura des conséquences pour la marque employeur. Vous savez, autour de vous, on connaît des entreprises où l'ambiance elle est bonne et où on a envie d'aller. Et on connaît aussi des entreprises où il paraît que l'ambiance elle n'est pas très, très agréable et vers qui on n'a pas envie d'aller. Ça nous renvoie au début du diaporama où il y a des difficultés de recrutement. Tout en plus, quand on a un climat social qui est dégradé, c'est difficile de percevoir. Très bien. Et au niveau absentéisme, du coup, en quelques chiffres, parce que du coup, là, c'est une donnée qu'on peut mesurer. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, Christophe? Oui. Alors, effectivement, vous avez quelques données sur les écrans. On voit qu'en 2022, on arrive sur des niveaux assez vertigineux d'absentéisme. Même moi, quand j'ai découvert ces chiffres-là, j'étais assez surpris. En 2022, c'est 42% des salariés qui ont été au moins une fois en arrêt de travail sur l'année 2022. C'est quand même des niveaux très très importants. Et les motifs psychologiques ont une part très importante là-dedans. Et souvent,
là, c'est pareil, on n'a pas conscience de ça. Parce que les arrêts psychologiques, ça se voit moins qu'un arrêt, qu'une fracture, par exemple. Et pourtant, ils sont très présents. C'est même le premier motif d'arrêt de plus d'1 mois. C'est 1/4 des arrêts de longue durée. Arrêt de plus de 1 mois. Et vous voyez les 2 derniers chiffres en bas. Les troubles musculo-squelettiques, c'est 20% des arrêts. C'est plus que les TMS, par exemple, qui sont à 16%. Donc, il y a un vrai sujet à saisir, parce que là, on a le niveau d'arrêt psychologique, c'est préoccupant. Eh bien, merci Christophe. C'est vrai que toutes ces données interpellent et du coup posent une question. Isabelle, par où commencer pour mettre en place une démarche de prévention et pour résoudre ces problématiques rencontrées en entreprise? Donc là encore, notre ressource principale, c'est l'INRS, qui a beaucoup, qui met à disposition énormément d'outils pour alimenter une démarche de prévention en entreprise. Et puis le code du travail. Donc là, on va prendre un petit peu plus de temps. Alors, je regardais ma montre. Il nous reste quoi, une petite dizaine de minutes, Oriane? Oui, je vous coupe de toute façon si ça dépasse, vous me connaissez. Donc les principes de prévention qui sont explicités dans le Code du travail, ils sont extrêmement clairs. Ils sont au nombre de 9 et on peut vraiment les utiliser de manière pragmatique pour concevoir la démarche de prévention de l'entreprise. C'est d'abord évidemment éviter les risques, lorsque l'on peut éviter les risques. Mais on ne peut pas toujours. Après, lorsqu'on ne peut pas les éviter, il faut les évaluer, comprendre leur gravité. Et on verra un petit peu après ce qu'on met derrière ce mot d'évaluer les risques. Cette notion d'évaluation des risques, d'abord combattre les risques à la source lorsqu'ils existent et non pas une fois qu'ils sont apparus et qu'ils sont imminents. Adapter le travail à l'homme. Alors ça, c'est quelque chose qui peut paraître étonnant. Lui, le salarié, il faut qu'il s'adapte. Il y a le travail à faire, il s'adapte. Eh bien, quand on peut adapter le travail à l'homme, quand on peut adapter les machines, quand on peut adapter l'organisation du travail, eh bien, il faut le faire plutôt que de soumettre l'homme à une tension, à une obligation, qu'elle soit physique ou psychique, qui n'est pas nécessaire. Donc, il faut toujours se reposer la question, est-ce que je ne pourrais pas faire de manière différente, que ce soit moins délétère? Tenir compte de l'évolution de la technique, alors ça paraît évident pour les risques physiques, mais ça peut également jouer pour des risques psychosociaux. On va prendre par exemple le bruit sur un open space. Le bruit est un fort facteur aggravant des risques psychosociaux notamment. On pourra en parler pendant une demi-journée, donc je ne vais pas me lancer là-dessus, mais on voit tous comment le bruit peut contribuer à une mauvaise ambiance dans une entreprise et dans un espace de travail. Eh bien, la technique permet d'année en année de mettre en place des pièges à son, des matières qui sont très absorbantes. Donc, si notre open space a été conçu il y a 10 ans, eh bien, on peut penser qu'aujourd'hui, la technique permet d'avoir quelque chose de moins sonore et donc il faut se reposer la question. C'est remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou parce qu'il est moins. Donc là, on va plus penser à tout ce qui est matière chimique, mais le principe, il est valable pour toutes les activités. C'est planifier la prévention, on en parlera un petit peu plus sur les diapos d'après. C'est prendre des mesures de protection collective avant les mesures de protection individuelle. Donc là encore, la protection individuelle que représente par exemple le fait de faire du sport, le fait de faire du yoga ou de voir un ergonome qui va venir sur notre poste, c'est bien. Mais il est bien meilleur, enfin en tout cas bien plus sensé de le faire en amont, c'est-à-dire faire en sorte que l'ensemble du collectif soit protégé et ait les bonnes pratiques et de ne pas le faire personne par personne. Et puis donner des instructions aux travailleurs, parce qu'effectivement, certaines personnes ont besoin qu'on les accompagne dans la démarche de prévention. Et du coup, il y a différentes étapes, j'imagine, Isabelle. C'est très schématisé, on peut la présenter avec ces 5 étapes. D'abord, on prépare, je vais vous les détailler après, on va préparer l'évaluation des risques, les identifier, les classer, proposer un plan de prévention, et puis ce plan de prévention, on va le mettre en place, et puis on va l'évaluer, le réévaluer régulièrement. Alors, si on prend la première partie, la démarche de prévention, d'abord préparer l'évaluation des risques. Préparer l'évaluation des risques, avant de commencer à lister les risques de l'entreprise, il faut se poser, d'abord définir un pilotage, donc définir un comité de pilotage. Alors quand on dit ça, on a l'impression qu'on va faire de la réunionnite, ce n'est pas du tout ça. Le pilotage, c'est important parce qu'il y a des décisions, il y a des choix à faire progressivement dans la mise en place de la démarche, et ce comité de pilotage, il est là
pour valider progressivement les étapes. Il faut définir les champs d'intervention qui sont les unités de travail. Une unité de travail, c'est une unité dans l'entreprise qui est homogène en termes de risques. On a à peu près les mêmes risques. Ça peut être tous les bureaux, tous les entrepôts, ou bien certains bureaux parce qu'ils sont plus brillants que d'autres. Donc, avant de lister les risques, on liste les unités de travail. On va choisir les outils. Comment est-ce qu'on va suivre ces risques? On va définir des moyens financiers parce qu'on peut avoir besoin de faire des études, de faire appel à des consultants. On va prévoir de la formation parce que ça fait partie des choses à mettre en place dans la démarche de prévention. Et puis, on va faire la matrice que vous voyez là, qui est une matrice avec la probabilité d'occurrence du risque. Est-ce que ça risque d'arriver? Et est-ce que les conséquences du risque, les dommages peuvent être plus ou moins graves? Et bien évidemment, on va traiter en particulier, en priorité, les risques qui peuvent avoir des conséquences graves et qui peuvent intervenir de manière relativement probable. Et tout ça, on va le mettre dans le document unique d'évaluation des risques professionnels, le DUERP. Donc là, on va terminer par ça. Pour ceux qui sont pressés, je vais essayer de faire ça en 2-3 minutes. Le document unique, il est obligatoire dès lors que vous avez un seul salarié. Et ça, on ne le sait pas toujours. Ce n'est pas forcément quelque chose de très complexe. Il n'y a pas de forme obligatoire. Un simple tableau Excel peut suffire. Depuis la loi santé, il doit être numérique, mais aujourd'hui, ils sont quasiment toujours numériques. Il doit être mis à jour régulièrement. Donc là, ça dépend de la taille de l'entreprise. Mais globalement, au moins une fois par an, il faut se poser la question, est-ce que je dois le mettre à jour? Et à chaque fois qu'il y a des changements dans l'entreprise, des changements d'organisation, qu'on a eu un accident du travail ou une maladie du travail déclarée, eh bien à chaque fois, on doit mettre à jour notre document unique. Il doit être accessible, y compris aux anciens salariés, ça c'est récent. Et puis, on doit le conserver 40 ans. Alors justement, on va lancer un petit sondage par rapport au document unique pour connaître un petit peu votre positionnement là au niveau de vos entreprises. Moi, avant ça, je voulais revenir, Isabelle, sur le caractère obligatoire. On entend parler effectivement de date pour le déposer, etc. Du coup, le législateur a imposé de nouvelles choses. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo là-dessus ? Oui, alors en fait, il y a des dates qui ont été mises en place, donc tout le monde n'est pas concerné immédiatement, mais le sera dans les prochains mois. Ça dépend de la taille de l'entreprise. Donc c'est intéressant de pouvoir se pencher entreprise par entreprise pour voir quelles sont les obligations qui vont concerner votre entreprise en tant que telle. Mais dites-vous bien que d'ici 2-3 ans, de toute façon, tout le monde devra y passer. Très bien, donc ça va être progressif en termes de caractère obligatoire et de date de dépôt, quoi. Progressif, oui, mais on est bien d'accord, le document unique, il existe depuis 2001, donc il est déjà obligatoire. Et s'il se passe quelque chose dans l'entreprise, un accident du travail, une maladie professionnelle par exemple, eh bien, si votre document unique n'est pas à jour, n'est pas explicite, n'est pas conçu correctement, ça peut être vraiment très ennuyeux pour l'entreprise. Et puis quand on voit ta matrice, effectivement, en termes d'accompagnement et de temps à consacrer, j'imagine qu'effectivement, c'est important aussi de bien le faire parce que c'est aussi un super outil pour se saisir des questions de risques psychosociaux. Alors, c'est assez lourd, mais il y a un principe de base, même si je fais du conseil et on a toujours envie de proposer ces services, mais ce qui est important, la première chose, c'est que ce soit l'entreprise qui, comme tu l'as dit, qui se saisisse du sujet, qu'elle se l'approprie en interne. Après, on peut venir en appui sur de la formation, sur de l'accompagnement, sur certaines phases qui sont chronophages, comme de l'observation, du travail et de l'audit, ou de la mise en place d'enquêtes, par exemple. Mais c'est très important que l'entreprise se l'approprie elle-même, et là, ça passe toujours par de la formation. Très bien. Alors, le petit sondage qu'on a lancé, avez-vous mis à jour votre document unique? La réponse majoritaire est non, effectivement. Oui. Effectivement, en termes de temps à consacrer, d'investissement, effectivement, ça peut être l'explication. Et voilà, on a des réactions. Attention, je suis seule dans mon entreprise. Donc, effectivement, il y a aussi des contraintes qu'on peut rencontrer pour le mettre à jour. On a des questions qui arrivent. On va y répondre dans la continuité. Juste, Oriane, pour aider nos auditeurs qui sont dans des petites entreprises, beaucoup de branches professionnelles, de syndicats professionnels, notamment dans les TPE, pour les TPE-PME, le bâtiment, la restauration, proposent à leurs adhérents des schémas simplifiés.
Merci Isabelle. Alors, une rapide présentation de l'offre d'Atout Formation avant de passer aux questions pour qu'on puisse aussi vous présenter qui nous sommes. Donc, nous, Atout Formation, on intervient dans toute la Bretagne sur 3 volets principaux. Tout ce qui va concerner la prévention santé, sécurité au travail, prévention des risques psychosociaux, l'intégration du DUERP. On accompagne les entreprises à la réalisation ou à la mise à jour de ce document unique en faisant un focus sur les risques psychosociaux pour avoir vraiment un outil complet. Et puis aussi un échantillon de toutes nos formations, parce que là, si je vous présente le catalogue, moi aussi, je peux prendre la demi-journée. Une formation premier secours en santé mentale qu'on a lancée l'année dernière et qui effectivement participe à ces enjeux de santé, sécurité au travail, avec du coup notamment Isabelle, formatrice accréditée. Donc ça, c'est le premier bloc, santé, sécurité au travail pour Atout Formation. Le deuxième bloc, ce sont tout ce qui va concerner les formations auprès des élus du CSE. Donc là aussi, on est en capacité de proposer une offre de formation dans votre entreprise ou en inter-entreprise dans nos locaux à Vannes. Trois exemples que vous pouvez voir à l'écran. Donc la formation de référent harcèlement avec Christophe qui va sensibiliser à ce rôle-là et d'autant plus important quand on a mesuré l'ampleur des causes qui peuvent se présenter en entreprise. La formation SSCT, santé, sécurité des conditions de travail, formation à caractère obligatoire. Et puis un autre exemple, une formation sur le dialogue social. Pour Atout Formation, les élus du CSE sont des acteurs primordiaux en entreprise pour se saisir de toutes les questions qui visent à l'amélioration des conditions de travail, de la performance de son entreprise et au bien-être en général. On intervient sur un troisième axe qui va être tout ce qui est management et communication en entreprise, où là, on va avoir différentes possibilités. Donc des formations plutôt sur le caractère du management organisationnel. On a quelques exemples sur les questions qui peuvent se poser pour les managers, le management à distance, le caractère de l'exigence et de la bienveillance, comment concilier les deux, des outils du management tels que l'entretien annuel et professionnel ou les outils collaboratifs, et des questions prépondérantes pour lesquelles nos clients aussi nous font des demandes sur tout ce qui va être gestion de conflits. Le tutorat en entreprise, quand on parle de turnover, on voit aussi qu'il y a des souhaits de développer le tutorat en entreprise pour faciliter et améliorer l'intégration. Et du coaching sur mesure, puisqu'effectivement, le manager, comme vous l'avez dit, il est en intermédiaire en fait par rapport à toutes ces problématiques-là. Et un accompagnement et un investissement sur ces questions managériales permet aussi d'optimiser et de résoudre les problématiques. On est agréé, nous, auprès de la DRITS Bretagne pour les formations des élus du CSE. On passe aux questions dans le chat. Alors, une première question. Est-ce que je dois avoir un document unique si je suis en sous-traitance ? Alors ça, c'est le sujet de la coactivité. Lorsqu'on intervient en sous-traitance dans une entreprise, le document unique de l'entreprise doit prévoir la coactivité, l'activité de ses sous-traitants. Donc c'est un sujet assez complexe, mais quand on est sous-traitant, c'est l'entreprise qui nous emploie qui doit nous intégrer à son document unique. Merci Isabelle. Christophe, à partir de combien de salariés le référent harcèlement est-il obligatoire dans l'entreprise ? Alors, on l'a vu, il y a une obligation légale du référent harcèlement. Donc, au niveau de l'employeur, parce qu'en fait, il peut y avoir deux référents harcèlement. Un nommé par l'employeur, et donc là, c'est imposé par la loi pour une entreprise de plus de 250 salariés. Et on l'a vu aussi tout à l'heure, donc dès l'instant qu'il y a un CSE, le CSE doit élire un référent harcèlement. Donc, le CSE, c'est toutes les entreprises à partir de 11 salariés. Et donc, il peut avoir une cohabitation de référents harcèlement. D'ailleurs, ce qui est une bonne chose, parce qu'il y a un côté paritaire parfois dans ces sujets-là. Très bien, merci Christophe. Isabelle, mon employeur ne veut pas agir sur les risques psychosociaux. Comment je peux réussir à le convaincre ? Vous pouvez essayer de le convaincre. Il y a des représentants du personnel qui vont peut-être vous y aider, le CSE également. Et puis, s'il y a vraiment un risque et un sujet, eh bien, c'est l'inspection du travail. Mais je pense qu'avant d'en arriver là, la médecine du travail également, le service de médecine du travail, bon, avant d'en arriver là, on peut espérer qu'en discutant, au moins avec les représentants du personnel, ça puisse évoluer.
Tout à fait. Et concernant, là je vous interroge, question ouverte, hein, les accidents du travail, les maladies professionnelles d'origine psychique, vous considérez qu'il y a une meilleure prise en compte? Est-ce que c'est progressif au sein des entreprises, la reconnaissance, ou est-ce qu'on a encore du chemin à faire? On a encore beaucoup de chemin à faire. Aujourd'hui, on est dans l'obligation en fait. Mais je pense qu'on a énormément de chemin à faire sur la prévention, comme le disait Christophe, mais aussi sur la suite. Qu'est-ce qu'on fait après un épuisement professionnel, après une maladie professionnelle ou un accident de travail d'origine psychique? Comment est-ce qu'on réintègre ou pas la personne dans l'entreprise? C'est aussi un gros pavé. Je te laisse la parole, Christophe. Pour compléter, alors effectivement, ceux qui me connaissent ici savent que j'ai été aussi manager, et on a une tendance, et on a besoin de faire évoluer les mentalités, on a une tendance à isoler la problématique psychique par la personne en tant que telle. Dire, bah oui, mais celle-là était fragile, celle-là, elle avait tel problème et tel autre. On voit bien quand on s'intéresse aux préventions des risques psychosociaux qu'il y a aussi des problématiques d'organisation qui font souffrir les gens, d'organisation, par exemple, d'ordre contradictoire, des choses comme ça. Et trop souvent, l'employeur a tendance à voter en tout en disant oui, c'est un problème personnel. Non, il n'y a pas de problème personnel, il y a une entreprise et une organisation qui doit préserver la santé physique et mentale de ses salariés. Et aujourd'hui, on n'y est pas encore vraiment. Enfin, l'état d'esprit n'y est pas encore vraiment. Donc ça, c'est un constat partagé par vous deux, donc c'est intéressant. Et justement, que faire en tant que manager? Quel est mon pouvoir d'action sur ces questions? Alors, il y en a plein. Le manager, alors pour moi, le manager, il est à la croisée des chemins. C'est l'intermédiaire entre l'employeur et le salarié. Donc, le manager, il est à la fois celui qui peut détecter ceux qui vont pas bien. Donc, on a vu tout à l'heure les symptômes, notamment l'isolement, des changements de comportement. Donc, c'est le manager de proximité qui va pouvoir voir ça. Et malheureusement, alors le manager est aussi quelqu'un qui souffre beaucoup, mais le manager est malheureusement aussi parfois vecteur de risques psychosociaux. Je pense par exemple aux objectifs. Est-ce qu'ils ont bien été calibrés? Est-ce qu'ils ont bien été expliqués? Je pense à la communication, éviter les non-dits, les interprétations. Je pense au soutien. Le manager est vraiment à une place centrale sur les risques psychosociaux. Je ne vais pas continuer, je vais quand même laisser la parole à Isabelle, sinon je pourrais rester assez longtemps encore à ce sujet. C'est surtout que ça me fait peur quand j'entends dire le manager, parce que oui, en fait, il est toujours, comme disait Christophe, à la croisée des chemins, mais il est très stigmatisé, il a une lourde charge, et j'aurais plutôt tendance à dire, et c'est un peu ce que j'ai voulu vous expliquer dans la démarche de prévention, pensons d'abord à l'organisation, c'est-à-dire qu'il y a relativement... Quand on regarde les faits, il y a assez peu de maladies professionnelles, d'accidents du travail, dans une organisation qui a été pensée en amont. C'est-à-dire qu'on peut permettre à un manager de faire des erreurs, mais il y a des organisations qui peuvent atténuer ce type de risque. Donc pensons en amont à l'organisation. Et puis les managers, pour les accompagner, il faut les former, il faut leur permettre de prendre aussi du recul sur leur posture régulièrement. Mais j'insiste, c'est vraiment l'entreprise au départ qui doit être maîtresse de la prévention. Merci Isabelle. Donc oui, côté organisationnel et côté management, il y a ces deux aspects et c'est le combo gagnant pour réussir à optimiser et réduire du coup ces facteurs de risque. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour cette intervention. On termine par une citation qui va vous permettre de continuer à concevoir cette réflexion et en parler au sein de vos entreprises. Bien évidemment, plus on prend les choses en amont et plus on s'inscrit dans cette démarche de prévention, et bien mieux c'est pour le salarié, pour l'entreprise, pour les organisations et pour tous. En fait, c'est vraiment une démarche ultra collective. Une once de prévention vaut un livre de guérison. Je n'ai plus qu'à vous remercier infiniment pour votre participation à ce webinaire, premier webinaire pour l'équipe d'Atout Formation en très bonne compagnie aujourd'hui. Donc, je vous remercie Isabelle, Christophe, je remercie les collègues d'Atout Formation pour m'avoir accompagné dans la mise en œuvre de ce beau projet. Atout Formation, partenaire des entreprises en Bretagne.
On vous accompagne, on vous donne rendez-vous dans vos entreprises, dans nos locaux à Vannes pour vous accompagner sur ces questions. N'hésitez pas à contacter l'équipe au 02 97 61 45 72 ou par mail pour nous demander un devis, pour nous demander des conseils. Ce sera avec grand plaisir qu'on répondra à vos questions. Merci aussi au service communication de la MSA Service pour son accompagnement. Un dernier mot pour clôturer ce webinaire, Christophe, Isabelle. Merci beaucoup à vous aussi, parce que je vous ai remercié, mais merci également de nous avoir proposé d'intervenir et de nous avoir laissé la parole. Merci beaucoup. Oui, c'était un plaisir de pouvoir parler de ces sujets et on aimerait avoir beaucoup plus de temps. Donc on est à votre disposition pour dérouler notre passion dans le détail, parce que c'est la passion. Merci Kathleen. Merci à vous et puis très très bonne après-midi. Donc on vous enverra la présentation par mail, comme ça vous aurez un support qui vous permettra d'avoir des bases aussi pour en parler au sein de vos entreprises. À très bientôt, très bon week-end. Merci les Lorientais, à tout vite. Merci, bonne journée.